proposons d'écouter dans un instant Thierry Ribaud, chercheur en sciences sociales au CNRS, invité à la librairie Ombre Blanche mercredi 20 avril 2022 pour la présentation de son ouvrage intitulé « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs », paru aux éditions L'Échappée. Merci donc à la librairie pour cette possibilité de discuter avec Thierry Ribaud, de l'entendre et de pouvoir ensuite débattre. Alors, je vais me faire assez discrète parce que le livre est vraiment d'une très très grande profusion. Je pense qu'il y a beaucoup de fils à tirer de ce livre. Bon, j'ai choisi bien entendu quelques axes de questions à lui poser plus particulièrement. Et dans le débat, pour ceux ou celles qui l'ont lu, peut-être d'autres questions vont surgir. Mais il est vraiment très... comment dire, c'est un livre qui pose des tas de questions. Et c'est un livre qui est sorti en 2021, donc que j'avais lu à ce moment-là, et qui, dans la période présente, un an après, disons un an et demi après, a une résonance très très particulière. C'est un livre vraiment qui nous raconte aussi la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, en ce titre-là, le livre il est doublement passionnant. Alors, quelques mots d'abord sur l'auteur. Thierry donc est économiste. Non, je suis aussi économiste. Mais ce qui peut-être nous fait que nous sommes rassemblés ici et qu'il a écrit, c'est qu'il avait déjà écrit en 2012 dans les éditions de l'Encyclopédie des nuisances que peut-être vous connaissez. J'espère que vous connaissez parce que c'est une très très bonne maison d'édition où sont publiés des livres fort importants. Il avait publié déjà un livre à propos du désastre de Fukushima avec Nadine Ribaud, Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima. Ceci en 2012. Et déjà, il s'affrontait à ce qu'ils appelaient le négationnisme nucléaire du gouvernement de l'État japonais qui refusait de voir la spécificité de ce qu'est une catastrophe nucléaire, notamment sur l'irréversibilité des conséquences de la catastrophe. Avec ce livre, Contre la résilience, donc ça s'appelle « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs ». Il va reprendre bien sûr toute cette enquête qui avait déjà été faite à propos de Fukushima en 2012. Il va l'amplifier, il va la compléter et il va à ce propos-là analyser ce qui se passe aussi à Fukushima à partir de ce que le gouvernement japonais va appeler la politique de résilience, et qui donc est l'occasion d'une véritable réflexion au-delà de Fukushima, d'une véritable réflexion sur ce que c'est que la résilience. Alors, je voudrais dire, donc je l'ai dit déjà, c'est un livre qui se lit très facilement, malgré la profondeur du livre. C'est un livre extrêmement documenté, sur un sujet qui est finalement, en tout cas chez nous ici, dans nos sociétés, assez peu documenté. D'ailleurs, cette non-documentation, c'est vraiment ce que Patrick appelle d'ailleurs la fabrique de l'ignorance. Mais là, du coup, on n'est plus dans ce livre, dans la fabrique de l'ignorance. Il y a énormément de sources japonaises donc, qui sont mobilisées. Donc, c'est très précis, c'est très rigoureux au niveau des sources, et donc ça le conduit à pouvoir analyser la résilience. Donc c'est l'autopsie d'un monde nucléariste, et dans l'ouvrage, c'est aussi une critique de ce qu'il appelle le technosolutionnisme, on y reviendra.
Et je reprends une phrase qui est un titre de mini-chapitre. La résilience est partout. Pour ceux qui lisent Gunther Anders ou qui l'ont lu, ils pourront reconnaître, on le retrouve souvent dans le livre, hein, une filiation, ou en tout cas une inspiration, une filiation par rapport aux travaux qu'avait déjà fait Gunther Anders. Bon, voilà. Donc, j'en viens maintenant à la résilience. Bon, je pense que nous sommes tous et toutes ici conscients que nous sommes dans une overdose de résilience et de résiliothérapie. La résilience est dans toutes les bouches, c'est-à-dire qu'on a l'impression que plus il y a de désastres, plus on nous parle de résilience. Hein, donc c'est un mot valise qu'on entend absolument partout et dans des situations complètement différentes. Nous avons eu la loi climat et résilience. Hein, on connaît le contenu de la loi climat. Sans doute c'est pour ça qu'il a fallu ajouter résilience. Je ne sais pas. Il y a une mission parlementaire sur la résilience dont je pense que Thierry va nous parler, dont le rapport est publié en 2022. Et soyons résilients, en gros, soyons responsables. Hein, c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Alors avant d'en venir à l'enquête tout à fait précise, documentée sur Fukushima, sur le désastre de Fukushima, on va revenir peut-être sur la résilience, sur tout ce qui est dans le début du livre, hein, sur le fait que la résilience n'est pas simplement un mot, c'est une idéologie, c'est une technologie. Alors pourquoi la résilience est une idéologie et pourquoi la résilience est une technologie et comment ? Alors, en parler comme ça, brûle pour point, je ne sais pas si c'est faisable, mais je vais le faire, sans parler des situations concrètes de catastrophe, mais voilà, à laquelle cette notion prétend s'appliquer. Mais oui, effectivement, moi, ce que je prétends, enfin, ce que j'essaie de développer... Allô ? Vous m'entendez ? Oui, je disais, bon, ce que j'essaie de faire, c'est très modeste, hein, c'est un tout petit travail qui a du mal à passer dans les foules, parce qu'en fait, je vais à contre-temps, je vais contre la marée, je vais contre le vent, en fait. Vous m'entendez ? En fait, je développe une hérésie face à une orthodoxie absolument laminante, écrasante, dominante, terrible. L'orthodoxie c'est pas l'orthodoxie de la résilience, c'est l'orthodoxie surtout, bien sûr de la résilience, mais que ce n'est qu'un outil. C'est l'orthodoxie du solutionnisme technologique, en fait. C'est-à-dire qu'à tout problème, on va trouver une solution technologique. Et tout problème, quand je dis tout problème, c'est un euphémisme, à toute catastrophe, en fait. Individuelle ou collective, on va trouver une solution qui plus est technologique et surtout qui va nous rendre encore plus forts que précédemment, en fait. Donc c'est ça l'idée de la résilience, on est bien là-dedans. Prétendre soigner en rendant plus fort, prétendre tirer parti du malheur en rendant plus fort. Et moi, mon approche que j'ai développée à partir d'un examen un peu détaillé de la situation du désastre de Fukushima, que je prends comme une heuristique. Une heuristique, vous savez, en philosophie, ça veut dire c'est une situation qui, en fait, peut vous faire réfléchir à d'autres situations. Bon, on va le dire comme ça, simplement. Oui, moi, j'essaie d'utiliser des mots simples aussi, parce que je ne suis pas philosophe, je suis un économiste, j'ai des notions un peu terre-à-terre, comme ça. Bon. Alors, donc, je ne suis pas très métaphysique, l'éthique, tout ça, j'y connais absolument rien. Par contre, il m'a été donné d'être quasiment acteur, si je puis dire, dans cette catastrophe de Fukushima, puisque j'y étais au moment où les réacteurs ont explosé. Et puis, il m'est arrivé aussi donc, de participer à l'élan citoyen naïf qui a prétendu essayer de répondre à cette chose à laquelle personne ne pouvait répondre. Bref. Pour moi, ma thèse, c'est vraiment d'expliquer en quoi... parce qu'on entend souvent dire que la résilience est détournée. Non, moi je dis la résilience, c'est un outil de détournement. Ce n'est pas la même chose. Et notamment, donc, c'est une technologie du consentement, c'est-à-dire c'est à la fois une technique et une idéologie. C'est une technique
et une idéologie. Donc une idéologie, c'est quelque chose qui transforme, c'est une pensée qui transforme votre pensée, en fait, voilà, et qui vous amène à penser dans une direction qui vous est en quelque sorte donnée, pas forcément de manière consciente. Et donc c'est quelque chose qui travaille là-dessus, la résilience. Et c'est consentir. Alors, c'est une technologie du consentement à plusieurs choses. C'est une technologie qui permet de consentir à la technologie, justement, et par la technologie. Typiquement, la situation de Fukushima nous le montre, puisqu'il s'agit en fait d'amener, à travers une politique de résilience dont je pourrais donner quelques éléments, d'amener là-bas les gens à consentir à la technologie nucléaire, effectivement. Par la technologie aussi, puisque, enfin, tout comme d'ailleurs, je peux y revenir bien sûr, mais le vaccin, la technologie vaccinale, c'est une manière de nous amener à consentir en fait à l'omniprésence de pandémies dans la société dans laquelle nous vivons. En fait. Donc consentir par la technologie, à la technologie, consentir aux nuisances aussi, aux nuisances, c'est-à-dire à tout ce que les catastrophes génèrent, et aussi ce que les solutions technologiques génèrent comme nouvelles catastrophes sur la catastrophe. Hein. Là, l'exemple typique aussi, c'est à Fukushima, avec le fait que, par exemple, on prétende répondre à la... Comment dirais-je on prétend... Il y a 1000 manières de répondre, mais notamment, on incite les gens à mesurer leur radioactivité, etc. Donc, avec des outils techniques, on incite les gens à utiliser des outils techniques qu'ils n'avaient jamais utilisés avant. Il faut quand même une certaine connaissance, pas seulement des radiamètres, mais des spectrogammamètres, je vous en passe, et des meilleurs, mais des choses assez complexes à utiliser, mais que chaque citoyen est amené petit à petit, chaque citoyen est amené à apprendre l'usage, comme s'il devenait expert de sa vie quotidienne, pour pouvoir regarder si le matin, en se levant, quand il va dans son jardin, il passe à côté d'une zone de radioactivité chaude ou froide, etc. Enfin bon, donc voilà, et donc apprendre à consentir aux nuisances à travers la manipulation de technologies, apprendre à participer à la cogestion des dégâts, peut-être qu'on y reviendra. Ça, c'est typiquement ce qu'on amène les gens à faire à Fukushima, mais c'est aussi ce qu'on amène les gens à faire en France ou ailleurs, quand on leur dit gaiement qu'il va falloir que c'est superbe, qu'ils apprennent quand ils apprennent à coudre des masques pour faire face à une pandémie dont, désolé, mais dont ni vous ni moi ne sommes responsables, quoi, en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais coudre des masques pour une pandémie dont je ne suis pas responsable. Mais, bon, donc, participation, consentir à la participation, consentir enfin à l'expérimentation de nouvelles formes de vie, j'ai envie de dire de nouvelles formes de survie dans des contextes de catastrophe. Alors là, typiquement, encore une fois, la dite gestion des dégâts à Fukushima. Donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment ça le fond de ma démonstration, c'est d'essayer de montrer comment se construit, s'élabore cette technologie du consentement qu'est la résilience, pour amener, qui en fait a pour but ultime, si je peux résumer, et si vous voulez, on peut même en arrêter là, je dirais simplement qu'il s'agit d'amener chacun à penser que le malheur est un mérite, en fait. Et qu'en fait, on peut même aller jusqu'à dire qu'il est une source de joie, en fait. Voilà, c'est ça la technologie du consentement. Oui, mais alors peut-être, étant donné quand même le succès de cette notion, hein, il y a une adhésion à cette idée de résilience, malgré tout. Tu pourrais nous dire peut-être un petit mot de l'histoire, d'où ça vient ce mot, comment ça a été repris finalement par une certaine écologie, tu vois, en quelques mots peut-être, parce que je pense qu'il y a une adhésion qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un terme qui sonne plutôt bien peut-être. Alors pourquoi donc d'où il vient? Voilà, pourquoi il y a cette adhésion, mais d'où il vient quand même, d'où ça vient? Il y a une histoire de la résilience. De la science des matériaux. Si j'étais cynique, je dirais comme Paul Valéry, je dirais qu'il n'y a que, il y a que les moules et les idiots qui adhèrent. Bon, mais je ne vais pas m'en sortir comme ça parce que je ne suis pas quelqu'un de cynique.
Et je n'ai jamais pensé que les gens, comme on dit, ou le peuple, j'en sais rien comment le dire, mais j'ai jamais pensé que le peuple ou les gens sont des idiots. Et alors, par contre, il est vrai qu'il y a une adhésion qui s'opère tout de même. Et en fait, je vais être bref sur l'historique, mais je l'ai rappelé, j'en ai déroulé. C'était pas mon but de faire non plus dans mon travail un véritable historique approfondi de la notion de résilience, hein, mais j'ai été obligé quand même d'y passer. Mais surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre à jour une phase historique qui n'a jamais été mise à jour, à mon sens, qui est importante. Mais je rappelle, simplement, ça vient de la science des matériaux, vous le savez, au 19e et au 20e siècle, début du 20e siècle. Pour les bois, traverses de chemin de fer pour le bois, et la ferraille et les métaux qui vont travaillent sur la résistance des matériaux au début du XXe siècle, qui vont préparer les matériaux qui serviront à faire la Première Guerre mondiale. Bon, ça c'est le champ originel, je dirais, de la résilience. On parlait donc de capacité du matériau en question, que ce soit le bois ou la ferraille, à revenir à son état initial après un choc. Bon, ben voilà, c'était parfait. Mais je dis qu'à partir de ce moment-là, il fallait le laisser là. Il fallait laisser cette notion dans sa boîte, dans cette zone-là, et arrêter les dégâts. Arrêter. Ça n'avait plus rien d'autre à dire que ça, ce qui est déjà très important. Le problème, c'est que les années 40, la sociopsychologie américaine positiviste, c'est-à-dire qui cherche absolument à culpabiliser les individus dans les phénomènes de délinquance sociale, et donc à déculpabiliser le social, voire même à effacer le social. Parce que dans la psychosociologie positiviste, en fait, il n'existe pas vraiment de société en réalité. La société est un amalgame d'individus qui ont l'embarras du choix dans leur comportement. En gros, on choisit son comportement comme on choisit ses produits au supermarché, c'est un peu ça, quoi. Alors, donc un individualisme méthodologique, comme on dit, hyper poussé dès le départ dans cette psychosociologie américaine des années 40, qui va surfer avec cette idée de résilience, qui va nous ressortir ça à tire-larigot pour expliquer le fait qu'il y ait des comportements chez des Noirs américains qui sont plus ou moins qui amènent plus ou moins la personne en fait à se réadapter à la société, plutôt que de continuer à rester dans un circuit de délinquance. Donc on va parler de l'importance de la foi, par exemple, comme phénomène, comme vecteur de résilience, etc. Bon, des choses comme ça. Donc une pure individualisation de la capacité à résister. Et après, les années 50, on va voir cette notion utilisée, mais pas spécifiquement, pas de manière nommément, mais elle va être mobilisée par des biologistes qui vont aller dans les îles du Pacifique pour travailler, pour observer comment la faune, la flore, etc., et les populations, accessoirement, réagissent aux effets des essais atomiques américains dans les îles du Pacifique. Et ça, c'est la phase intéressante dont personne ne parle, c'est qu'en fait, c'est là qu'on va commencer à réfléchir à la notion de résilience appliquée à des systèmes humains larges, en fait, et à des systèmes aussi écologiques. Et en fait, je fais un raccourci, hein, mais ces travaux des années 50, en fait, vont donner naissance à la notion d'écologie systémique, qui va en fait naître dans les années 70 et qui va être vraiment la notion phare de la pensée écologiste. Là, je ne parle pas de l'écologie politique, hein, de l'écologie scientifique, en fait. Donc, l'écologie scientifique, c'est assez ironique, et qui va parler donc de capacité de résistance des milieux, capacité de reconstitution des milieux, etc. Et alors, voilà, ça, c'est connu, le fait que l'écologie systémique ait intégré la notion de résilience. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'en fait, elle l'a intégrée parce qu'avant, dans les années 50, il y a la notion de résilience qui est en fait née dans l'observation de la capacité de résistance des humains et de la nature à la radioactivité, en fait. Donc là, c'est assez intéressant de voir une filiation assez perverse, en fait, de la notion de résilience qui va atterrir dans l'écosystémisme. Voilà. Après, bien sûr, c'est l'explosion que nous connaissons des années 90 avec
l'utilisation dans toutes les situations individuelles ou collectives, les viols, la maltraitance, toutes les formes le deuil, enfin tout va devenir prétexte à mettre en place une thérapie dite de résilience, avec les succès éditoriaux que l'on connaît. Bon. Pourquoi c'est vrai que c'est une notion qui a beaucoup de succès parce qu'en fait, elle permet quand même à chacun... alors d'un côté, elle permet à chacun de se donner l'impression qu'il est maître de son destin. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu de preuve qu'il y ait eu des individus qui s'en sont sortis avec la résilience comme thérapie, quoi, en fait. Ça, c'est le seul petit obstacle. C'est qu'en fait, c'est une notion thérapeutique qui n'a jamais soigné personne. Voilà. Par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà été soignés des maux qu'ils ont subis. Mais le problème, c'est que les résiliomaniaques sont venus leur mettre, pour les gens qui s'en sont sortis, sont venus les affubler de la notion, oui, vous en êtes sortis parce que vous étiez résilient. Alors, l'exemple typique, c'est les gens qui ont réchappé des camps de concentration, où on a dit, il y a une certaine psychologie avec Cyrulnik et tout ça, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Oui, c'est ça, Cyrulnik, c'est ça. J'avais oublié son nom. Je croyais que c'était Cyrulnik, en fait, son nom. En fait. Non, c'est pas ça, en fait. Et donc, tous ces gens-là, ils sont précipités sur les cas de malheur parce que c'était une manière pour eux de vendre leur recette du bonheur. Bon, je les comprends. Je veux dire, chacun est... Bon, il fallait bien... C'est leur business. Bon. Mais après... Bon. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand ils interprètent, par exemple, la lecture... Quand ils font une lecture des gens qui sont sortis des camps, les peu de gens qui en ont échappé, comme étant des gens qui étaient résilients, là, il y a imposture totale contre laquelle il faut se dénoncer, qu'il faut dénoncer, puisqu'en fait, comment dirais-je, les témoignages que l'on a, par exemple, excusez-moi, son nom m'échappe, mais les témoignages que l'on a de Primo Levi. Bon, Primo Levi, il a toujours dit qu'en fait, il s'en est sorti par hasard des camps. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Bon, ça, vous pouvez aller le lire. Et donc, entre le par hasard et la résilience, c'est pas la même chose. Ou alors, il faut définir la résilience comme le par hasard. Mais dans ce cas-là, ça veut plus rien dire quand même, n'est-ce pas ? Et en plus, manque de bol, si je puis dire, Primo Levi s'est suicidé. Donc, pour un remède résiliomanique, ça n'a pas très bien marché, en fait, si je puis dire, sans vouloir être cynique. Et puis, il y a cette citation que je veux faire quand même des apologues de la résilience, que je ne peux pas m'empêcher de la faire parce qu'elle est cynique, elle est affreuse. Ce sont des contemporains de vous et moi, qui sont des proches de comment il s'appelle, Cyrulnik. Non, comment Cyrulnik. Et qui dit en fait, qui disent en fait, l'expérience du camp de la mort est un chemin initiatique qui procure une force de vie. Voilà ce que disent ces gens-là. C'est pas moi qui l'invente. Moi, je fais qu'aller lire les choses. De toute façon, moi, j'invente pas grand-chose. Je suis pas très créatif. Par contre, j'ai 2 yeux pour lire à peu près. Et donc, on voit bien que la résilience s'inscrit. Alors, pourquoi elle a du succès ? Je dirais en synthèse, mais encore une fois, c'est peut-être trop vite dit, c'est qu'elle s'inscrit dans une recherche de surhumanité. Et il y a bien une obsession, un fantasme de surhumanité chez les individus et dans les sociétés et au niveau collectif, qui fait que peut-être cette notion a beaucoup de succès, quoi, en fait. Excusez-moi, je réponds. Excuse-moi, je prends trop de temps pour répondre. Non, c'est très bien. C'est très bien. Oui, mais alors justement, j'avais envie que ce soit posé par rapport aux sciences dites dures, l'origine, parce que ça donne. Tu ne crois pas que ça donne une sorte de neutralité à l'histoire de la résilience ? C'est une définition scientifique, donc neutre, alors que c'est véritablement on peut dire une véritable idéologie, c'est pas simplement un mot. Oui, alors, je confirme ça. Avant de revenir sur des situations plus qui nous sont plus proches en France, peut-être revenir un peu sur Fukushima, parce que c'est allé un petit peu vite. Je pense que parce que on est assez ignorant de ce qui s'est passé vraiment à Fukushima, de ce qui s'y passe. Il y a quelque chose de...
je crois que par rapport à Tchernobyl, il me semble que sur Tchernobyl, il y a eu plus de textes, d'études, de vulgarisés ici dans nos sociétés, alors que sur le désastre de Fukushima, Fukushima est devenu, on dit d'ailleurs Fukushima, donc ça ne veut plus rien dire Fukushima. Fukushima, c'est-à-dire c'est un événement sans cause quasiment. Il y a Fukushima. Hein, c'est bon, et ça c'est typique de notre période aussi. Hein. Sans cause, oui, ça c'est tout à fait. Oui, c'est tout le problème. Oui, vas-y. Voilà. Vas-y. Non, ce que je voulais, c'est que tu reviennes éventuellement sur la manière dont le gouvernement japonais, l'entreprise TEPCO, enfin bon, tout ça, et y compris l'éco-citoyennisme donc, que tu critiques, on pourra y revenir. Comment ça s'est manifesté? Par exemple, il y a peu de gens qui savent ici que la politique actuelle, et depuis un moment, du gouvernement japonais, c'est de dire aux gens, venez revivre à Fukushima, venez vivre en zone contaminée. C'est là qu'il y a l'expérimentation de la résilience. Oui, alors voilà, c'est ça que j'aimerais bien, parce que dans ton livre, tu le détailles bien. Ça. Oui. Alors c'est vrai que on pourrait faire quelque chose de tout à fait... On pourrait consacrer des heures de dialogue, d'explication sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et son traitement, et la catastrophe de Fukushima, nucléaire de Fukushima et son traitement. Effectivement, il y a eu, je dirais que la précipitation dans l'oubli de la catastrophe de Fukushima a été extrêmement rapide, en fait. Et je pense que c'est grâce à la politique dite de résilience qui a été mise en place, en fait. Précisément, je rappelle que dans le contexte de la catastrophe de Tchernobyl, par contre, il y a eu les outils d'une politique de résilience qui ont été mises en place. Mais à ma connaissance, la notion n'a jamais été véritablement mobilisée, n'est-ce pas? Par contre, ce qui est intéressant, je dirais, il y a bien un grand changement avec la catastrophe de Fukushima. Je pense que la catastrophe de Fukushima marque c'est un point d'orgue, c'est un changement très important dans la manière dont on va se représenter les catastrophes désormais. Puisque justement, c'est peut-être la première fois, je crois que c'est la première fois, qu'en fait, dans une catastrophe de cette ampleur, en tout cas, est mobilisée de manière explicite la notion de résilience. Je vais m'expliquer. En fait, très vite, s'est mise en place a été mise en place une politique de résilience qui s'appelle comme ça, politique nationale de résilience à Fukushima, et qui a consisté à, d'une part, à créer l'infrastructure politique de cette politique, à savoir un ministère de la résilience qui a été créé. Donc, plus précisément, il s'appelle ministère de la construction de la résilience nationale. Bon. J'insiste sur les mots, ils ont l'air un peu comme ça, un peu technocrate, mais j'insiste sur ces mots parce qu'en fait, 11 ans après, j'en parlerai tout à l'heure, la France envisage, une certaine France envisage une politique de résilience nationale. Donc, vous voyez que Fukushima n'a pas servi à rien. C'est pour ça que je dis que c'est un tournant. Et cette politique, en fait, donc c'est la création d'un ministère en 2012 au Japon, ministère de la construction de la résilience nationale. Et c'est effectivement, et concrètement, ça s'est traduit concrètement par un programme dit de décontamination qui a consisté à envoyer des experts psychiatres sur le terrain pour expliquer aux gens qu'en fait, il fallait... le problème avec un accident nucléaire, ce n'était pas la confrontation, ce n'était pas la radioactivité, mais c'était la peur de la radioactivité. Et explicitement, une citation d'un des experts nommés sur place qui dit « Il est important pour éradiquer sa peur d'être exposé à la radioactivité ». Il y en a d'autres, des citations, j'en ai relevé, j'ai fait un bréviaire de tout ça, et notamment l'idée qu'en fait, mais ça
ça touche à une autre dimension de la résilience, c'est la psychologisation, ou l'individualisation et la transformation d'une catastrophe objective en catastrophe subjective psychologique. En fait, ça c'est vraiment le fond de commerce de la résilience. Et bien, où on explique aux gens, on a dit aux gens, la citation, on a dit souriez et vous vous sentirez mieux, quoi, en fait, face à la radioactivité. Ça, c'est quand même le président de la commission sanitaire de l'enquête à Fukushima, qui est chargé donc d'évaluer les dégâts sur la santé des gens. Vous voyez, donc c'est mal barré, hein, déjà. Bon. Oui. Le même dit à Fukushima, c'est la peur qui tue. Voilà. Oui. Alors cette idée que la peur tue, que moi je prends très au sérieux, qui est très intéressante, parce que nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, mais en fait, c'est exactement ce que disent les dirigeants français actuellement. Et puisque, effectivement, tu parles de cette idée, de cette notion-là de peur qui tue, je peux y revenir, mais moi, je développe l'idée qu'en fait, évidemment, on le sait, mais ça, c'est une banalité, qu'il y a un gouvernement par la peur, hein, évidemment, bon, ça, c'est basique. Évidemment qu'on est dans des sociétés où les gouvernements utilisent la peur pour gérer les foules. Bon, ça, je dirais, c'est presque has-been. Mais non, ça existe. Mais en parallèle, surtout, il y a cette idée qu'on gouverne aussi par la peur de la peur. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens, on intoxique cette idée dans la tête des gens qu'en fait, avoir peur, c'est mauvais. Donc on apprend aux gens à avoir peur de la peur. D'abord parce que les dirigeants eux-mêmes ont très peur de la peur des foules, parce qu'ils ont peur que la peur des gens se transforme en colère et en révolte. C'est bien ça la base aussi de la résilience, c'est de gérer les peurs, gérer les sentiments. Peut-être qu'on en reparlera, mais je le dis tout de suite. Et donc à Fukushima, en tout cas, il y a bien eu cette politique de résilience qui a consisté à gérer effectivement la peur et à amener les gens à avoir peur de la peur, et donc à considérer le problème comme étant leur propre peur et non pas la radioactivité. C'est quand même un comble. Donc c'est une manière d'intérioriser la catastrophe, en fait. La catastrophe est en vous-même. C'est votre processus de réception qui n'est pas adapté, en fait. C'est ça que la résilience porte comme message. C'est que la catastrophe n'a plus d'objectivité historique, elle ne survient pas à un instant T dans une histoire de l'humanité, elle survient dans une histoire que vous allez construire en relation avec la catastrophe, dans votre relation psychologique à la catastrophe. Parce que toute la question, c'est la petite histoire. D'ailleurs, les résiliomaniaques insistent toujours sur cette idée que chacun doit se construire une histoire avec le mal qui l'occupe, avec le malheur qui l'occupe. Construisez votre récit, comme on dit aussi. Élaborez votre récit. Mais ça, on le trouve en France aussi, hein, dans toutes les politiques dites de résilience au niveau collectif. Hein. Bien sûr, au niveau thérapeutique aussi, mais au niveau collectif. Donc, construisez votre histoire. Et donc, là, on demande aux gens, dans cette petite histoire à Fukushima ou ailleurs, d'intérioriser la catastrophe et d'adapter son récepteur, en fait. Un peu, mais là, moi, je développe cette idée. En fait, c'est considérer les humains comme des chaudières, en fait. Des chaudières avec des thermostats. Et en fait, la température à l'intérieur, qui est une information, arrive dans la boîte noire qui est la chaudière, qui est l'humain, qui est une machine, en fait. Et la boîte noire qui est l'humain, en fait, va s'adapter en fonction de la température et va réagir, va produire une action, en fait. Donc il y a une machinisation de l'humain, il y a une vision machinique de l'humain aussi. Je passe du vision cybernétique aussi. Vision totalement cybernétique, tout à fait. Oui, et qui est portée par cette idée de résilience qui pourtant a toutes les allures de quelque chose de très humanisant, très humaniste en fait. Apparemment, ça ne veut rien de mal, mais en tout cas, tu évoques, on parle du Japon, on va peut-être pas trop en parler, mais c'est un cas tellement intéressant, heuristique, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a la politique de décontamination et il y a eu très vite la politique du retour, c'est-à-dire très vite, déjà le périmètre qui a été restreint, duquel on a demandé des gens de partir, était très, très, très restreint. C'était à peine
à peine, c'était 50 km² ou quelque chose comme ça, quoi. Mais très vite, ce périmètre lui-même a été réduit à peau de chagrin. Il y a eu très peu de gens déplacés. Oui, moi j'insiste là-dessus. Beaucoup de gens ont dû vous faire pleurer en vous disant, vous vous rendez compte, tous les déplacés à Fukushima, quel drame. Non, moi j'ai dit, le drame, c'est qu'il n'y a pas eu assez de déplacés. C'est tout le drame, puisque la plupart des gens sont restés dans les zones contaminées. Donc c'est l'inverse. C'est qu'il aurait fallu déplacer des millions de gens. Et évidemment, comme on n'a pas voulu le faire parce que politiquement c'était intenable, d'abord c'était reconnaître qu'il y avait une catastrophe. Et d'autre part, c'était aussi gérer des flux de population dont on pense qu'ils étaient ingérables. Donc, selon certains physiciens, il aurait eu les différents panaches ont plutôt arrosé 10 millions de personnes. Je ne dis pas qu'il aurait fallu évacuer 10 millions de personnes, mais probablement plutôt 1 million. Et là, il y en a eu 80 000 obligatoires, plus 80 000 volontaires, comme on les a appelés volontaires. C'est-à-dire, avec les fraudes, tout ça, disons qu'il y a 200 000 personnes qui ont bougé. Mais on est très loin des 1 million qui auraient dû bouger, d'autant que... oui, selon certains physiciens, en fait, le panache a arrosé une dizaine de départements en plus de celui de Fukushima. Fukushima, c'est un département, c'est une ville, mais c'est un département aussi. Et donc, on était bien au-delà, quoi. Mais toutefois, 80 000 déplacés plus 80 000 volontaires, c'était encore trop pour les pouvoirs publics. C'était encore trop. Il fallait donner une image de capacité de réparation aussi rapide que possible. Et donc, on a mis en place, c'était incroyable, pratiquement au même moment où on mettait en place une politique d'aide aux déplacés, à savoir, il y a eu des subventions pour qu'ils soient un peu relogés quand même dans des logements publics ailleurs. Il y a eu des subventions d'aide psychologique, entre parenthèses. On a donné des subventions d'aide psychologique. On n'a jamais donné de subventions par rapport au fait qu'on était intoxiqué par la radioactivité. Ça n'a jamais existé dans la législation japonaise. Ce qui a été voté, c'est une loi pour aider les gens psychologiquement, parce qu'encore une fois, ils sont déréglés, vous comprenez ? Oui, j'en profite, parce que après, moi, j'oublie les choses. On a parlé de maman irradiée de la cervelle à Fukushima. Et ça, c'est des équipes d'influenceurs qui ont injecté ça dans les réseaux sociaux pour semer la discorde entre les gens qui avaient reçu des subventions et ceux qui n'en avaient pas reçu, etc. Parce qu'il y avait tout ça aussi, tout ce pataquès. Et les gens qui ne sont pas partis, accusant ceux qui sont partis d'être des fadas. Et donc, on a parlé de mamans irradiées de la cervelle, c'est-à-dire, en fait, en gros, des mamans qui étaient des cinglés, en fait. Ça, c'est une traduction japonaise du japonais, les mamans irradiées de la cervelle, mais ça voulait dire, c'est ça, ça voulait dire des femmes qui, en fait, avaient excessivement peur de leur progéniture et d'elles-mêmes, et qui donc étaient parties volontairement, alors qu'en fait, il n'y avait rien à craindre, quoi. Quel est le problème ? Et les politiques ont surfé là-dessus en reprenant cette expression, etc. Donc, une politique de retour par l'intoxication, par la propagande, par la fin des subventions. À peine les subventions, on les avait votées et données, qu'on annonçait déjà qu'on allait les retirer. Alors c'est vrai que ça a pris du temps, il y a eu quand même des résistances, mais au bout de 2-3 ans, on a commencé à retirer les subventions. Et effectivement, on a reconstruit des écoles dans les zones contaminées, parce qu'on a utilisé beaucoup les enfants, en fait. L'idée qu'en fait, on va reconstruire des écoles pour ramener des enfants. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont restés, là je parle vraiment très près de la centrale, dans les petites communes, sont souvent des personnes âgées. Et évidemment, on peut pas. Et de l'aveu même des pouvoirs publics, eux, ils voulaient avoir des ventres pour pouvoir. D'ailleurs, ils parlaient des mères de Fukushima comme des ventres, des machines à enfanter. Il y a des politiques japonais qui parlaient des femmes comme de machines à enfanter, avec l'idée louable qu'en fait, en zone contaminée, il fallait, pour faire revivre les zones, il fallait ramener des machines à enfanter, quoi. Après avoir ramené des machines à décontaminer, il fallait ramener des machines à enfanter, quoi. C'est ça voilà. Et donc la politique du retour, c'est voilà, tout ça c'est la politique de résilience telle qu'elle a été mise en place dans un contexte très précis, pour de vrai. Ce n'est pas de la fiction à Fukushima. Voilà. Ça représente combien de personnes qui sont revenues ? Alors pour l'instant, c'est une bonne question. C'est vrai que on pourrait dire, mais cette politique n'a pas fonctionné. Si c'est ça que tu voulais dire. Elle n'a pas fonctionné.
Je suis d'accord, parce qu'en fait, il n'y a qu'une vingtaine de pourcents de ces 200 000 à peu près qui sont revenus, de ces 160 000 officiels qui sont revenus. Il n'y a que 20% pour l'instant, et on a beaucoup de mal à ramener les gens. Il faut dire, les zones sont encore assez dévastées. Bon, il y a eu du nettoyage, mais il y a les infrastructures, etc. Donc je suis d'accord. Du point de vue de, si on mesure à l'aune du taux de retour, on peut dire que cet échec que la politique de résilience est un échec. Toutefois, là où on peut dire qu'elle n'est pas un échec, c'est dans le fait que je crois qu'elle permet quand même, de légitimer le fait que il y aurait eu qu'en fait il devait y avoir normalement beaucoup plus de personnes qui auraient dû être déplacées et qui ne l'ont pas été en fait. Donc finalement, on se concentre, ça permet de se concentrer sur le peu de gens qui ont été déplacés et le peu de gens qui sont revenus. Donc il y a tout un débat là-dessus. Mais en fait, pendant ce temps-là, on oublie de dire que grâce à la politique de résilience qui a consisté à inciter les gens à prendre en charge eux-mêmes leur vie quotidienne dans des zones contaminées, à apprendre à mesurer, à faire partie de groupes citoyens qui vont mesurer quotidiennement pour savoir où sont les points chauds, etc. En fait, on a éduqué les populations à co-gérer le désastre. Et ça, on peut dire que de ce point de vue-là, le succès de la politique de résilience japonaise est total. Puisque en fait, ça a absolument bien fonctionné. Ça a permis également de désamorcer la colère, c'est-à-dire de désamorcer le sentiment de colère qui est apparu tout de suite après la catastrophe, qui a duré quelques mois. Mais avec ces politiques de résilience, on a semé la pagaille parce qu'on a semé la zizanie entre les gens qui voulaient rester et ceux qui voulaient partir. Et on a semé la zizanie entre les gens qui disaient bon, c'est une catastrophe, mais pourquoi se débarrasser du nucléaire, et ceux qui disaient c'est une catastrophe, mais il faut se débarrasser du nucléaire. Donc on a réussi. Donc cette politique de résilience, elle a calmé le jeu. Elle a eu son impact sur la gestion de la colère, je pense. Et la preuve en est, c'est que 15 jours après le début de la catastrophe, oui, moi je parle de début de la catastrophe, puisque la catastrophe est en cours. Elle a commencé en 2011, mais elle continue, puisqu'il y a encore il y a 1000 cuves qui sont en train d'être déversées dans l'océan Pacifique, d'eau contaminée. Il y a 3 cœurs de réacteurs fondus qui sont encore là et qu'on récupérera probablement jamais. On dit une 50aine d'années, mais on pense qu'il faut des robots, etc. Bon, bien sûr, c'est l'occasion d'innovation technologique. Donc, le Japon rebondit, comme on dit. Mais en fait, ils n'y arrivent pas, cela dit. Ils n'arrivent pas à extirper. Il y a des piscines avec des combustibles usés qui menacent de tomber. Donc, la catastrophe est en cours. Dans cette catastrophe en cours, en fait, je ne sais plus ce que je disais. Je voulais dire quelque chose. La colère, elle s'est estompée très vite parce que on a appris aux gens à co-gérer cette catastrophe, alors qu'elle était en germe. 2 semaines après le début de la catastrophe, le Japon, je vous rappelle, a déclaré qu'il se retirait du nucléaire, définitivement, qu'il sortait, comme on dit, sortir, qu'il arrêtait. Et en fait, 2 semaines encore plus tard, enfin 3 semaines plus tard, ce gouvernement-là est tombé, et un autre gouvernement est arrivé qui a annoncé qu'en fait, eh bien non, en fait, on allait continuer. Alors là, il y a toute la géostratégie des pressions américaines, etc., qui se branchent là-dessus, qui ont poussé le Japon à ne pas abandonner le nucléaire pour pouvoir garder des possibilités de développer un nucléaire militaire pour les Américains en cas de guerre avec la Chine et la Russie. Donc il y a aussi ça, il y a cette dimension géostratégique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette colère, alors que c'était quand même un pays qui venait de connaître un accident. Alors d'abord, ils ont connu une catastrophe, Hiroshima, Nagasaki, et là, on a ces 3 réacteurs qui explosent. Et 15 jours après, les manifestations ont duré longtemps, mais 2 mois après, on va dire, la radicalité des manifestations a largement baissé. Et en fait, pourtant, le Japon annonçait en plus qu'il allait continuer le nucléaire. Donc
la politique de résilience, de ce point de vue-là, a totalement eu ses effets. C'est-à-dire qu'elle a... Alors bien sûr, il y a en plus la politique de coercition. Bien sûr, on a maté les manifestations. Bien sûr, ça joue un rôle aussi. Hein. Mais il y a aussi la fabrique de l'idéologie, la fabrique du mensonge, la fabrique de l'ignorance, qui a joué un rôle clé dans tout ça aussi, à travers la politique de résilience. Voilà. Bon, je suis un peu flou et très vague, mais je suis fatigué. Alors juste, je peux encore poser une question. Moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans le bouquin, parce que je ne l'avais pas lu comme ça, enfin, je l'avais lu nulle part comme ça. C'est comment cette politique de résilience, finalement, elle entretient un rapport extrêmement... bon, c'est une fabrique de l'ignorance, et avec cette idée de rebondir, etc., de se dépasser, etc., finalement, et au renvoi, renvoi de catastrophes objectives à des situations subjectives individuelles, tend à décrédibiliser la science. Oui. Et ça, je sais pas, tu peux nous en dire un mot, parce que là, aujourd'hui, on s'inquiète partout d'un rapport à la science qui a été complètement biaisé, etc., etc. On y met les conspirationnistes dedans et tout. Mais comment, justement, cette idéologie de la résilience, qui est l'idéologie mainstream quand même, qui n'est pas une idéologie conspirationniste, qui est tout à fait mainstream, comment elle aussi, elle dévie le rapport à la science dans un sens où il n'y a plus de réalité, il n'y a que ce que je ressens, comment je me représente la réalité, comment mes émotions me font lire la réalité, et donc la dévalorisation des savoirs objectifs, quoi. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas tout à fait présenté comme ça, mais c'est vrai, mais tu as raison, c'est bien ça. Et c'est marrant parce que on se fait souvent accuser, enfin non, je veux dire, les gens qui critiquent, moi je critique une certaine science, et en fait, critiquer la science, la production scientifique, le processus de production scientifique, la manière dont les scientifiques se positionnent par rapport à des, comme on dit de manière euphémisante, des controverses, que ce soit Covid ou autre chose. En gros, on est quand même plutôt invité à se la fermer en matière de critique par rapport à la science, au risque effectivement d'être vite classé pour quelqu'un qui est conspirationniste précisément. Et alors qu'en fait, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est effectivement que et ça, c'est à partir du processus de production de savoir dans un contexte de catastrophe nucléaire, j'essaie de montrer qu'en fait, justement, la science est prise en flagrant délit de dénigrement d'elle-même, en fait. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, les scientifiques, un certain type de scientifiques s'aventurent dans cette idée, vont à contre-courant de la science officielle, en fait, précisément. Et à Fukushima, c'était flagrant, avec des scientifiques de tous bords, au niveau de toute nationalité, américains, mais surtout français d'ailleurs, bien sûr, puisque la France étant un État nucléaire, nous avons des scientifiques experts en nucléaire et en catastrophe et en mensonges, qui en fait sont assez entraînés, quoi, puisque en plus c'était les mêmes qui sont intervenus sur le terrain de Tchernobyl. Donc ils ont une espèce de, ils sont assez résilients d'une certaine manière. En fait, et ces gens-là, qui sont des scientifiques très sérieux, peut-être même, j'ai envie de dire, beaucoup plus rigoureux que moi, qui suis dans un champ des sciences humaines. Eux, ils sont dans les sciences dures. Ces gens-là, en fait, on contribue à la production d'ignorance. De quelle manière ? En fait, d'une part, en faisant circuler des contre-vérités scientifiques que leurs collègues, pourtant, alors que leurs collègues ont pourtant prouvé le contraire. On est dans des situations complètement paradoxales. L'IRSN, par exemple, je vais prendre un cas concret, l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire en France, qui est un acteur majeur dans la catastrophe de Fukushima, dans les acteurs internationaux, qui est intervenu dans beaucoup de colloques scientifiques au Japon, etc., pour expliquer aux gens comment il fallait s'en sortir, comment il fallait co-gérer la crise, et surtout comment la radioactivité, finalement, c'était pas si dangereux que ça. Eh bien, l'IRSN, en fait, soutient
donc au Japon, les thèses selon laquelle la radioactivité à faible dose ne comporte aucun danger, par exemple, ou très peu. Et en fait, par ailleurs, ils ont des chercheurs qui travaillent dans des équipes internationales qui ont mené des enquêtes internationales auprès des travailleurs du nucléaire, enquêtes qui montrent qu'en fait, à partir dès qu'on dépasse, on sort de 0 millisievert par an pour un travailleur du nucléaire, on commence à avoir des risques de cancer qui émergent et qui vont bien sûr s'accroître avec la montée en exposition. Donc ils ont un double discours. Déjà là, on peut dire qu'il y a une production d'ignorance, parce qu'en fait, on dit une chose et son contraire selon le contexte dans lequel on se retrouve. C'est assez amusant quand même. Et quand vous les mettez devant leurs contradictions, en fait, parce que moi, bien sûr, moi j'ai assisté à tous ces colloques et je leur ai dit, mais attendez, mais là, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de risque à 100 millisievert, alors qu'en fait, vos collègues, alors que par ailleurs, dans les études auxquelles vous participez, vous montrez le contraire. Et là, on vous répond, mais oui, mais là, moi, aujourd'hui, je ne peux pas m'exprimer au nom de mon organisme, donc je ne suis pas responsable, en fait. En fait, bon, c'est des gens qui, en fait, sont complètement pilotés par... en fait, ils ne sont pas dans une recherche libre, pour le coup. Donc là, cas de production d'ignorance. Autre cas, je dirais encore plus grave de production d'ignorance, c'est avec la résilience. C'est que ces gens-là, ces scientifiques, qui connaissent très bien les tenants et les aboutissants de l'exposition à la radioactivité, ils savent très bien combien c'est dangereux, et organisent des séminaires auprès des citoyens japonais pour leur expliquer qu'en fait, tout le problème est psychologique. Donc en fait, ce sont des gens qui en plus souvent ne sont même pas psychologues eux-mêmes et qui sont plutôt des physiciens, y compris venant du commissariat à l'énergie atomique, etc., et qui vont expliquer aux populations qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'elles apprennent à ne pas manger les champignons dans la forêt. Attention aux pousses de bambou, parce que c'est vachement dangereux, ça absorbe, ça a une capacité à retenir les radionucléides, donc évitez. Quand vous voyez des points chauds, quand vous mesurez avec votre compteur des Geiger des points chauds, évitez les points chauds, passez à côté, etc. Donc une espèce mais au fond, continuer à vivre dans la radioactivité parce que ce n'est pas si toxique que ça. Donc là, il y a une production d'ignorance organisée, moi je dis, comme on parle de crime organisé, en fait, en quelque sorte, qu'il faut absolument dénoncer. Et puis, je veux rajouter quelque chose dont je parle pas mal dans mon livre, qui est encore pire, j'ai envie de dire. C'est le fait que... moi, je démontre qu'en fait... la production d'ignorance n'est pas seulement le fait du mensonge ou d'une volonté de mentir ou de garder secret. Il y a ça, il y a le lobby, il y a les liens incestueux, il y a la science asservie, il y a des scientifiques qui se vendent, etc. Mais il y a aussi le discours banal du scientifique non vendu qui en fait fait son travail de tous les jours et qui, dans des contextes de catastrophe, compte tenu du fait que lorsque survient une catastrophe, quand je parle de catastrophe, je parle de catastrophe. Je ne parle pas d'une catastrophe imaginaire qu'on voit dans les films américains, c'est le réel. C'est-à-dire la chose qui, en fait, vous saute à la figure, quoi, en fait, et vous pousse à mener une action et met votre vie en danger. Et quand il se passe une catastrophe, bien sûr, il y a des effets de panique. Les populations sont paniquées, mais les pouvoirs publics sont paniqués aussi. En fait, la production de connaissances au moment d'une catastrophe, ça c'est ce que je soutiens, elle est obligatoirement oblitérée par une production d'ignorance. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où une catastrophe survient, malheureusement, bien sûr, si on pouvait faire le contraire, ça serait génial, mais malheureusement, en fait, on n'arrive jamais à tout savoir sur ce qui se passe de cette catastrophe. Donc en fait, on a ce que j'appelle, il y a des trous noirs scientifiques. Il y a ce que j'appelle de la science non faite. C'est-à-dire qu'il y a des zones où en fait, on ne va pas explorer. Alors, d'une part, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, volontairement, on ne veut pas aller explorer parce qu'on n'a pas envie politiquement de se mouiller, etc. Mais il y a aussi des zones qu'on ne va pas explorer parce qu'on n'a pas les moyens d'explorer. On n'a pas toujours les moyens de tout explorer concernant une catastrophe. Et donc, il y a de la production
aussi d'ignorance par ce biais-là, par le fait qu'il faut produire rapidement du savoir, et il y a cette obsession des pouvoirs publics, on rejoint cette idée qu'il faut gérer la peur de la peur, cette obsession des pouvoirs publics de rassurer au plus vite. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, la première chose que les pouvoirs publics essaient de faire, c'est de rassurer le public. Et donc, ils produisent une connaissance qui va essayer de rassurer. Mais en fait, à cause de ça, ils vont être obligés d'ignorer un certain nombre de choses, d'abord aussi pour des moyens financiers. Il faut rassurer vite et au moindre coût. Alors, avec cette règle, à partir de cette règle-là, eh bien, et immanquablement, on a de la production d'ignorance. Et c'est une des formes de production d'ignorance. Ce que je veux dire, simplement, c'est que la production d'ignorance dans les contextes de catastrophe, il ne faut pas la ramener uniquement à de la production de mensonges, à de la manipulation. Ça existe. Ne soyons pas des enfants de cœur. Ça existe. Il faut la dénoncer, il faut l'attaquer. Il y a de la science asservie, mais il y a aussi de la science qui ne peut pas être produite, de la science non faite, qui n'arrive pas à être produite. Mais pour autant, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'en fait, contrairement à ce qui nous est souvent annoncé, en fait, les catastrophes dans lesquelles nous sommes précipités sont proprement ingérables. Ingérable d'un point de vue pratique, on ne peut pas déménager 10 millions de personnes du jour au lendemain. Ingérable d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de la connaissance que l'on peut en avoir. Ingérable, voilà. Ouais. Et c'est peut-être d'ailleurs... Et la résilience sert à les rendre digestes, en fait. Je crois qu'elle est à la mesure, justement, de l'énormité des catastrophes qui sont devenues impensables parfois même et ingérables. Et donc la résilience, elle est à la mesure. Alors tu voulais, je sais, nous dire un mot. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais tu voulais nous dire un mot quand même sur le fameux rapport des parlementaires sur la résilience en France qui est paru en février 2022. Donc tu peux nous en dire un petit mot Oui, parce que c'est un manque. Il faut vraiment que je vous en parle. Pardon. C'est trop. Non, mais c'est bien. C'est pour ça que j'ai toujours. J'ai parlé quand j'ai écrit ce livre, j'ai parlé de Fukushima et ailleurs. C'est pas comme ça. C'est pas pour faire. Il y a des raisons. Le ailleurs, il est ici en fait, et il est partout. Et en fait, cette histoire de résilience, elle est partout évidemment. Et effectivement, elle est en France. Bien sûr, vous le savez, avec la politique Covid du président de la République qui a été lancée en 2020, c'était déjà une politique. La campagne militaire qui a été lancée s'appelait Opération Résilience, vous le savez ça. Et puis, tu l'as rappelé, il y a eu la loi climat et résilience. Mais la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est ce fameux rapport, effectivement, qui est sorti il y a quelques semaines, juste avant la campagne, et juste une semaine avant la guerre en Ukraine, et qui en fait a été produit par une mission parlementaire qui s'appelle la mission parlementaire d'information sur la résilience nationale. Donc avec l'idée qu'en fait on veut véritablement mettre en France effectivement une politique de résilience nationale. Alors ce qui est intéressant, parce qu'on peut dire oui mais tout ça c'est du blabla de parlementaire, tout ça. C'est ce que j'aurais bien voulu croire, mais le problème c'est qu'en fait ils annoncent quand même qu'ils veulent que ça va faire l'objet d'une loi dans la prochaine législature qui va s'intituler « Engagement et résilience nationale ». Donc, si vous ne connaissez pas encore le programme, demandez le programme, je l'ai, ou je peux vous donner les coordonnées, en tout cas pour le trouver. Si vous ne connaissez pas encore le programme de la prochaine législature, parce que le programme, il n'a pas été vraiment annoncé. On n'a pas beaucoup parlé dans la campagne de résilience. Or, en fait, c'est le mot-clé du programme de ces gens-là, de la résilience en marche. Donc, engagement et résilience nationale, c'est la prochaine législature, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et en fait, ce qui est intéressant, je vais, pour vous donner la teneur, mais il faut que vous y alliez le voir. J'ai publié aujourd'hui, enfin, ils ont publié une tribune que Le Monde a refusée, mais elle est sortie dans Reporter aujourd'hui, ce matin, où j'explique un peu la teneur de cette mission. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça, cette synthèse. Et puis après, si vous voulez, vous irez voir le rapport de 260 pages qui a été produit et qui est magnifique. En fait, on croit rêver, parce que moi j'y croyais même pas, parce que c'est la politique japonaise, mais appliquée en France avant la prochaine catastrophe, quoi, en fait. On nous explique notamment,
En fait, je dirais, pour synthétiser, que d'une part, il s'agit de ne pas s'attaquer aux causes des désastres. Oui, ça c'est aussi le propre de la résilience, c'est de toujours s'attaquer aux effets et jamais aux causes. J'en donne un exemple. Par exemple, on nous parle dans ce rapport, alors là je cite, on nous dit, alors c'est marrant, on nous dit il y a un rôle indéniable des activités humaines dans l'accélération de la fréquence des épidémies. Alors là, vous vous dites, dis donc, ils reconnaissent quand même que les activités humaines sont responsables. Donc ça ne viendrait pas du ciel, ni de Dieu, ni tout ça. Donc il y aurait quand même, notamment en matière d'élevage intensif et d'urbanisation échevelée. Et pour autant, en fait, qu'est-ce qui nous... Alors, d'un côté, on reconnaît qu'il y a un désastre qui est, je dirais, propre à la société techno-industrielle ou au capitalisme techno-industriel, enfin, d'une certaine manière. Et puis, d'un autre côté, on nous demande de rentrer dans une solution résiliomaniaque, une espèce d'arme d'adaptation massive aux effets. Et pas du tout, on demande pas du tout de s'attaquer aux causes. Donc en fait, encore une fois, on reconnaît qu'il y a des causes, mais on ne veut pas s'y attaquer, puisque en fait, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de continuer le modèle de la ferme industrielle, dont on dit par ailleurs qu'il est à l'origine du Covid, mais il s'agit de le continuer, notamment à travers les technologies vaccinales. Je ne rentre pas dans le débat de savoir si le vaccin est bon pour votre santé ou pas. Ça, vous faites votre choix, j'en sais rien. Et puis personne n'en sait vraiment rien pour l'instant. On n'a pas encore. Mais par contre, là où j'interroge, c'est sur le fait qu'il faut bien être conscient que la technologie vaccinale est une technologie qui s'attaque aux effets magnifiques, mais en rien, elle ne peut s'attaquer aux causes. Voilà. Donc d'un côté, on reconnaît les causes, mais de l'autre côté, on dit mais on ne va s'attaquer qu'aux effets. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est quand il parle du nucléaire. Il parle, bien sûr, dans ce rapport, les parlementaires parlent de dérèglement climatique. Mais alors, c'est marrant, pour le dérèglement climatique, le réchauffement, ils disent que la solution, évidemment, c'est le nucléaire. La solution indiscutable, selon eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, citation, ils disent, bien sûr, l'énergie nucléaire comporte inévitablement des risques industriels, sanitaires et environnementaux. Ah ben merci. Et s'accompagne d'exigences supplémentaires de prévention des accidents et de résilience en cas de survenue de ces derniers. Bravo. Mais c'est pourtant la seule solution qu'ils nous proposent pour le climat, pour sauver le climat. Donc en fait, en gros, on nous dit, ne prenez pas la crise climatique pour une fatalité. Mettez ça de côté. On va vous proposer une autre fatalité, celle de la catastrophe nucléaire. Donc on remplace une fatalité par une autre fatalité, encore une fois, une techno-fatalité, j'ai envie de dire. Alors, donc voilà, ne pas chercher les causes, c'est le cœur de l'argumentation de ce rapport. Oui, je me permets de le critiquer parce qu'en plus j'ai été auditionné par les parlementaires en question, donc je me sens c'est comme un droit de réponse, quoi, aussi, puisque bon, j'ai fait partie des premiers auditionnés par le Parlement pour construire leur commission. Et après moi, il n'y a eu pratiquement que des militaires, mais bon. Alors, le deuxième point clé que l'on retrouve dans la catastrophe de Fukushima et sa gestion, c'est de rendre subjectif le désastre, comme on en a parlé. Et surtout, je dirais même, d'aller vers un éloge du sacrifice. Et je vais en finir avec ça. En fait, parce que là, c'est trop délicieux, je ne peux pas ne pas le citer. Voilà ce que disent les parlementaires, ce qu'ils écrivent. Des centaines d'exemples d'héroïsme civil et militaire montrent la résistance collective des peuples face aux épreuves, famine, invasion, exil qu'ils traversent, illustrant que les membres d'une société humaine peuvent être habités par un sentiment ou des idéaux qui leur paraissent plus élevés que leur propre vie. Moi, je vous dis tout de suite, ce n'est pas mon cas. Nous voici donc rassurés sur l'avenir, du fait que la crise du Covid a prouvé que des milliers de citoyens étaient prêts à s'engager, y compris en prenant des risques. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les précepteurs de la résilience, on ne souffre jamais en vain. Donc, il n'est pas étonnant qu'en fait, ils nous disent encore
l'évaluation des effectifs directement mobilisables pour contribuer à la résilience nationale, c'est-à-dire les hommes et les femmes susceptibles d'intervenir en première ligne en cas de crise grave, eh bien, donc il mène cette évaluation et il préconise également dans ce rapport, alors là, je vous prie de ne pas rire, il préconise une généralisation du service national universel et aussi du port de l'uniforme dans les écoles au plus jeune âge. Non, mais ne rigolez pas, parce que il ne faut pas vous moquer de moi quand même. Hein. C'est eux qui écrivent ça. Alors je vous invite à aller voir ce rapport. Ça fait partie des 47 mesures. Et ils ajoutent encore, chez de nombreux jeunes et moins jeunes, l'abondance inhérente à la société de consommation, désolé pour les jeunes ici, s'il y en a, enfin, l'abondance inhérente à la société de consommation a fait oublier la possibilité du manque matériel. L'habitude du confort a fait perdre l'aptitude à la rusticité, aboutissant à une société qui assimile moins le risque et le danger et perd en résilience face à l'adversité. Voilà où vous en êtes, bande de sous-hommes. Nous serions donc effectivement des sous-hommes, en fait. Et on est des sous-hommes enjoints à nous tenir prêts, à nous faire crucifier, donc dans l'espace canonique de la résilience, qui est sans cesse en expansion. Amen. Décidément, dans ce monde en guerre, ça c'est le monde en guerre, c'est eux qui parlent de monde en guerre, dans lequel nous sommes projetés et auquel il nous faut nous accommoder à tout prix, on voit bien qu'on est dans une quête effrénée de résilience nationale. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette quête de résilience nationale prend des allures de national résilience, si vous voulez. Je ne sais pas s'il faut arrêter là ou... Peut-être on va laisser la place à quelques questions. Il nous reste un quart d'heure. Donc j'imagine qu'il y a des questions, des réactions, des compléments, des... Oui, bien sûr. Il y a Gunther Anders, donc, qui est un philosophe des années 50, qui a beaucoup travaillé sur Hiroshima et tout ça, et sur la modernité technologique. C'est pas un philosophe fumeux, il est vraiment très intéressant, il faut vraiment le lire, et notamment son livre L'obsolescence de l'homme, mais il parle justement de l'éradication de la colère. Enfin, lui, il parle du problème de la honte de la colère, en fait. Et il parle de la honte de la peur aussi. Et c'est lui qui défend cette idée qu'il faut réapprendre à avoir peur. Et pas seulement, et donc qui défend cette idée que il dit, on est dans une espèce de, lui déjà à son époque, il dit dans les années 50, il dit on est dans le droit à la liberté. Voilà, c'est ça, c'est la fameuse liberté de la peur. Il oppose la liberté d'avoir peur à la liberté, il oppose la liberté d'avoir peur au fait d'être libéré de la peur. Il dit en fait, tout contribue à nous libérer de la peur. Mais il dit, c'est bien d'un certain aspect, mais d'un autre côté, il faut aussi apprendre à avoir peur afin d'être libre. Donc, pour lui, c'est une dialectique, en fait. On ne peut pas être que dans un monde où on éradique la peur. Au passage, je me permets de dire que en mars 2021, le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé déclarait qu'en fait, nous ne sortirions pas du Covid, mais par contre, il fallait absolument éradiquer la peur. Il a utilisé ce mot-là, éradiquer. Il fallait éradiquer la peur du Covid. Parce qu'en fait, évidemment, et pourquoi il faut éradiquer la peur du Covid? Parce qu'il faut éradiquer la peur des effets que nous produisent ces catastrophes, en fait, pour apprendre à s'adapter à ces catastrophes et à vivre avec. Voilà, c'est ça le message. Alors, bon, ça ne répond pas à votre question, mais bien sûr qu'il y a un gros problème sur cette histoire de la peur et de la manière dont on apprend à l'éteindre. Et j'attire votre attention, j'en parle dans le livre, parce que c'est tellement pitoyable, il faut quand même en parler, qu'il y a des neuropsychiatres qui travaillent sur les circuits neuronaux et qui essayent de travailler, de faire des interventions chirurgicales sur les circuits neuronaux pour, disent-ils, éteindre la peur, en fait. Donc pour apprendre à localiser les circuits de la peur, pour pouvoir les éteindre, parce que la peur, c'est mauvais. Et là, voilà, on est dans la continuité, on est dans l'application
Après, il y a eu une époque, c'était les électrochocs. Maintenant, on en est là, quoi, en fait. Et c'est bien, je pense que tout ça, ça s'inscrit bien dans l'idéologie de la résilience qui en fait, ne veut absolument plus que nous ayons peur, quoi. Enfin, elle travaille à ça, quoi. Bon, ben on remercie. Oui, non, je voudrais ajouter que je remercie la librairie infiniment. Je remercie Christian infiniment. Je remercie Geneviève Azan pour ça, d'avoir joué le rôle d'interlocuteur. C'était magnifique. Et puis je remercie également Anne de Boyer qui m'a beaucoup aidé dans la vie quotidienne. Voilà. Et dans la pensée. À bientôt. Au revoir. Vous venez d'écouter Thierry Ribaud, auteur de Contre la résilience à Fukushima et ailleurs, édition L'Échappée, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi 20 avril 2022. Thierry Ribaud a aussi fait paraître avec Nadine Ribaud l'ouvrage Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima en 2012, aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.